Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième session des lundis au soleil, donc une série de webinaires consacrés aux projets citoyens d'énergie renouvelable, donc série qui est portée par Taranis, Énergie Partagée et la Naïf, ainsi que le soutien de l'AMF 35, l'Association des maires de France d'Ille-et-Vilaine. Alors je me présente, moi je suis Loïc Pédron, chargé de relations auprès des associations et des collectivités, et donc je suis rentré dans ce projet autour des énergies renouvelables, aux côtés des énergies partagées. Voilà. Donc, on a le plaisir de poursuivre avec vous ces rendez-vous du lundi. Donc, le premier lundi, nous avons découvert ce qu'était un projet citoyen et local d'énergie renouvelable, donc dans ses valeurs, ses étapes et sa place sur le territoire. Lundi dernier, nous avons évoqué les projets citoyens dans le photovoltaïque, en vous présentant également le dispositif assurantiel pour les projets labellisés énergie partagée. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les projets citoyens sur l'éolien. Alors, je vous précise tout de suite que la Maif ne propose pas encore de couverture pour l'éolien, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec Énergie Partagée pour contribuer au développement de cette énergie renouvelable prometteuse sur le territoire breton. Voilà, je passe la main à Amandine, du coup. Merci Loïc pour cette entrée en matière. Donc en effet, ces webinaires sont à l'initiative de la Naïf. Et donc je vais vous présenter. Alors là, c'est pas très pratique si ça fonctionne comme ça. Voilà. Pardon. Donc voilà, c'est Loïc Pédron, pardon, du coup. Et donc dans le webinaire d'aujourd'hui, il y aura plusieurs volets. Il y a la vie d'un projet citoyen qu'on va aborder. On va aborder aussi le développement d'un projet éolien. On va aborder la place du local dans ces projets, comment monter et construire une société et quelle place pour les collectivités dans ces projets. Et on a la chance d'avoir deux porteurs de projets qui viennent témoigner. Donc Bernard Morel pour Fééole et Annick Lemonnier pour Énergie des Fées. Et puis après, il y aura un temps d'échange avec vous. Donc, si vous avez des questions, comme le précisait Rémi, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra à la fin du webinaire. Alors, pardon. Du coup, la vie d'un projet citoyen. La vie d'un projet éolien, je vais vous réexpliquer la vie d'un projet éolien. Il y a 4 phases dans la vie d'un projet éolien. Il y a la phase d'émergence, la phase de développement, la phase de chantier et la phase d'exploitation. Dans les durées que vous voyez écrites sous les différentes phases, les durées les plus longues sont celles d'un projet éolien. Donc, dans ces 4 grandes phases, il y a plusieurs volets. Il y a un volet technique, il y a un volet participation citoyenne et il y a un volet modèle économique. Donc, au début, au volet technique, c'est la phase d'opportunité. Est-ce qu'il y a des zones intéressantes sur notre collectivité, sur notre PCI pour faire des projets éoliens ou pas? Donc voilà, et puis est-ce qu'il y a, si oui, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont prêts à se lancer, aussi bien collectivités que citoyens? En général, cette phase, elle demande du temps et pas énormément d'argent. Ensuite, on passe à la phase de développement où là, par contre, si on a levé les voyants, rouges qu'on pouvait avoir, là, on va rentrer plus précisément dans les études de ce projet. On va y revenir. Donc là, il faut étoffer le groupe moteur, donc avec un petit peu plus de monde. Et là, il faut commencer à investir de l'argent parce que il faut payer les études, il faut payer le bureau d'études pour faire ces études. Donc là, ça demande un investissement financier qui commence à être fait. Et donc, une fois qu'on a obtenu et que les études sont faites, une fois que cette partie-là est faite, on rentre dans la phase de chantier. Dans la phase de chantier, du coup, il y a l'installation qui est à payer. Et pour payer l'installation des éoliennes, c'est là où il faut lever les fonds. Une éolienne, ça coûte cher à installer. Du coup, c'est là où véritablement il faut faire une levée de fonds et faire appel aux territoires et aux collectivités pour lever les fonds. Après, c'est plus facile. On rentre dans la phase de mise en service, mais il y a encore quand même du boulot. Mais on rentre dans la phase de mise en service. Et là, sur 15 ou 20 ans, vous gérez l'exploitation du projet. Donc, voilà, en gros.
et donc, ils font continuer à faire vivre tout ce petit groupe de personnes. Donc, c'était pour vous rappeler les grandes phases. Du coup, les notions qui sont sous-tendues dans ces grandes phases, c'est déjà qu'il y a un besoin financier pour commencer, qui augmente petit à petit, mais avec un bond à la phase de développement pour payer les études et après, surtout pour la phase de construction. Pour donner des ordres de grandeur, toujours à prendre avec réserve parce que ça varie d'un projet à l'autre. Disons que payer les études pour le développement, c'est environ 300 000 € et une éolienne, c'est environ 3 millions d'euros. Donc voilà, pour vous donner, donc si vous construisez par exemple 4 éoliennes, ça fait 12 millions d'euros. Donc on voit bien que le besoin en phase de développement reste faible, mais il y a quand même plusieurs centaines de millions d'euros à lever. Et par contre, pour la phase véritablement de construction, c'est là où il faut aller lever plusieurs millions d'euros. Et les risques sont proportionnels aussi, si vous voulez, inversement proportionnel à ces phases. Parce qu'au début, quand on n'en est qu'à la phase de l'idée et qu'il y a juste quelques études à faire, le risque est très faible. Il monte par contre quand on décide de se lancer dans le projet. Et là, en fait, tout au long de la phase de développement, vous allez petit à petit dérisquer le projet. Mais c'est là où potentiellement, si vous investissez de l'argent, si votre projet n'aboutit pas, vous pouvez perdre l'argent investi. Donc, c'est vraiment un investissement pendant la phase de risque que d'investir pendant la phase de développement. Et donc après, quand il faut financer la phase de construction, c'est là où le risque diminue de plus en plus parce qu'on est aussi couvert par des assurances pendant la phase de construction pour tout problème à venir en fait. Donc là, le risque, il n'est pas à zéro, mais il reste très faible et il est de toute façon couvert aussi par toutes les assurances nécessaires pour la phase de construction. Donc, il y a le même genre de graphique qui existe, mais avec deux autres notions. Il y a le coût d'entrée dans le projet et la maîtrise locale du projet. Plus on décide de rentrer tôt dans un projet, plus l'entrée dans le projet va nous coûter peu d'argent et plus par contre le projet avance, plus vos actions vont prendre de la valeur et donc plus vous allez augmenter, si vous voulez, la rentabilité de votre entrée dans le projet. Donc, plus vous rentrez tôt dans le projet, plus c'est économiquement intéressant et moins ça vous coûte cher. Par contre, attention, vous investissez toujours à risque, plus vous rentrez tôt. Et après, il y a la maîtrise locale. Et la maîtrise locale, elle dépend de la place à laquelle vous souhaitez rentrer dans le projet. Si vous décidez de faire la maîtrise foncière du projet, là, vous êtes dès le début à l'émergence, donc la maîtrise par le local, elle est au plus fort. S'il y a déjà un développeur qui a commencé à faire la maîtrise foncière, là, vous perdez un petit peu de cette maîtrise locale et on peut se dire que la maîtrise locale diminuera dans le projet plus vous avancez dans le projet. Et une fois que le projet est déjà construit ou en exploitation, c'est là où la maîtrise locale sera la plus faible. Ensuite, du coup, il y a le développement d'un projet éolien. Donc, on va refaire un focus sur la frise que vous avez vue tout à l'heure. On va zoomer sur les parties importantes du projet. Donc, il y a la phase de pré-diagnostic au début, elle dure entre 6 et 24 mois, c'est un petit peu identifier les zones d'implantation et analyser les enjeux sur ces sites. Est-ce qu'un projet est possible ici? Est-ce que potentiellement ça semble intéressant ou pas? Ça reste des études assez grossières et le but en fait est d'arriver à faire la maîtrise foncière. Donc, si le site est retenu comme potentiellement intéressant, l'intérêt est de faire signer une promesse de bail, qui est un document engageant, contractuel et engageant, mais qui en général demande pour une collectivité qui souhaite faire la maîtrise foncière, ça va vous demander du temps, mais ça ne vous demandera pas d'argent. Une promesse de bail est un acte gratuit. C'est le bail après qui vaut location, mais la promesse de bail est un document qui ne coûte pas d'argent, qui vous coûterait du temps, qui vous coûtera du temps si vous souhaitez faire la maîtrise foncière. Donc, une fois que vous avez fait votre maîtrise foncière, c'est là où vous pouvez dire « Ok, j'engage plus d'argent sur ce projet pour voir comment avancer dans le développement du projet. » Donc, vous n'engagez pas d'argent à payer les phases de développement si vous n'avez pas la certitude d'avoir la maîtrise du foncier. Donc, une fois que vous avez fait le foncier, vous rentrez dans la phase de développement. Et là, c'est les études d'impact
enfin, donc du coup, ça correspond aux études de paysage, aux études faune-flore, aux études de vent, aux études acoustiques, aux études de danger. Et donc, c'est cette phase-là où je vous disais, en gros, qui peut coûter environ 300 000 euros. Et donc, ça permet d'arriver au dépôt du dossier auprès de l'administration. Donc après, l'administration peut vous autoriser le dossier et vous pouvez avoir un recours dessus. Il y a des échanges et des va-et-vient qui sont faits avec l'administration. Et donc ça, c'est une phase qui est plus ou moins longue aussi en fonction des retours. Et donc du coup, dans cette phase-là, vous pouvez travailler le financement. Vous pouvez continuer à travailler sur votre projet. Et donc, s'il y a la partie que vous travaillez, c'est la partie financement. Comment mobiliser les fonds qui vont être nécessaires à la construction. Vous contractualisez aussi avec avec les vendeurs d'éoliennes, avec aussi les entreprises qui vous feront la construction. Et après, il y a toutes les démarches administratives, finaliser pour avoir un contrat d'achat d'électricité, faire les demandes de raccordement. Il y a toutes ces parties-là aussi qui sont à travailler dans cette partie de post-développement. Et puis après, une fois que vous avez obtenu votre autorisation purgée de tout recours, c'est là où vous vous lancez dans la phase de construction du projet. Voilà. Ensuite, je refaisais un focus sur ces phases qui sont un peu clés, notamment sur la notion du risque. Donc d'abord, vous commencez par faire un repérage cartographique et un premier pré-diagnostic. Par exemple, si vous avez repéré une zone qui vous semble intéressante, mais qu'il y a des radars de l'aviation ou des radars météo et que vous ne pouvez pas mettre d'éoliennes, le projet s'arrête. Donc l'argent que vous avez investi, au début, il est très faible, mais l'argent que vous avez investi, vous pouvez le perdre. Après, une fois que ce pré-diagnostic s'est bien passé et que vous réalisez la maîtrise foncière, si jamais la maîtrise foncière est déjà faite par un développeur privé, le projet peut s'arrêter. Donc là aussi, il y a un arrêt possible du projet. Après, du coup, en parallèle, vous travaillez sur l'étude du vent parce que, en fonction du vent, vous allez pouvoir estimer la quantité d'énergie produite et de cette quantité d'énergie produite, vous allez pouvoir estimer les revenus qui viendront dans votre société et qui feront tourner votre business plan. Donc, vous installez un mât de mesure. En général, c'est une étude qui dure 1 an pour estimer le vent. Donc, on fait 1 an en général d'études et on extrapole sur 10 ans par rapport aux données météorologiques. Et en parallèle, vous faites aussi les différentes études d'impact. Et là aussi, vous pouvez avoir le projet qui s'arrête. Imaginons qu'il y ait une espèce très rare je ne sais pas moi, de faune qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et que du coup, le projet met en péril cette espèce très rare de biodiversité et qu'on ne trouve pas de mesures compensatoires, le projet, imaginons, pourrait s'arrêter. D'où le fait vraiment d'investir dans ces études à risque. Après, on n'investit pas dans les études, on n'investit pas les 300 000 euros à la fois, on y va par étapes aussi. On commence par identifier les choses les plus critiques, on lève ses premières incertitudes et on investit notre argent, nos 300 000 euros par étapes. Et donc, une fois que vous avez fait toutes ces études, ça vous permet de définir différents scénarios d'implantation. Est-ce qu'on met 3 ou 5 éoliennes? Est-ce qu'on préfère cette zone-là ou cette zone-là? Quelle est la puissance de nos machines? Quelle hauteur elles ont? Et donc, du coup, ça vous permet de définir les premiers scénarios. Et en avançant dans l'étude d'impact, vous arriverez à définir votre scénario définitif et à finaliser votre dossier. Et c'est ce dossier finalisé qui sera déposé pour instruction et enquête publique auprès des administrations. Voilà, j'espère avoir été claire du coup. Ensuite, il y avait comment on finance les projets éoliens, parce qu'on se disait une éolienne 3 millions d'euros, on en veut 4, imaginons que ça fasse, et encore les prix varient en fonction du type d'éolienne, mais imaginons que vous vouliez 4 ou 5 éoliennes, on est direct à 12 ou 15 millions d'euros. Comment on fait? Eh bien, on peut aller chercher de l'emprunt bancaire ou du financement de la dette. Et donc, ce financement de la dette, ça peut être de l'emprunt bancaire, ça peut être les plateformes de crowdfunding, donc ce qu'on appelle le financement participatif, où là, on sollicite l'épargne des gens, mais les gens ne sont pas dans la gouvernance du projet. Et donc, il y a différentes solutions, mais donc, on peut aller chercher 70%, des fois 80% de dette, de financement par la dette. L'intérêt du financement par la dette, c'est que ces financements ne pèsent pas dans la gouvernance du projet. Et donc, par contre, du coup,
pour aller financer le projet en tant que tel, il y a 70% de dette. Donc, un projet à 10 millions d'euros, on peut aller chercher 70 millions, 7 millions sous forme de dette. Et il faut par contre trouver les 3 millions restants qui correspondent aux fonds propres qu'on doit apporter pour aller lever, par exemple, l'emprunt bancaire. Et donc, dans ces fonds propres qui, eux, donnent accès à la gouvernance, et ça, c'est un point important, l'idéal, c'est que les citoyens et la collectivité soient majoritaires dans la prise de décision. Donc là, on vous a mis qu'il fallait avoir en gros 51% des 30% des fonds propres. Donc 51% par exemple, si on fait un projet à 10 millions d'euros, il faut 3 millions de fonds propres. Donc là, c'est 51% des 3 millions. Et donc l'idéal, c'est que le local et que les citoyens détiennent et soient majoritaires dans ce projet. Ça devient de plus en plus dur sur l'éolien parce que du coup, les développeurs ont déjà fait la maîtrise foncière. Et on dit que celui qui maîtrise le foncier maîtrise aussi l'avenir du projet. Donc, en général, on a du mal à être maintenant majoritaire. Et donc, mais bon, c'est quand même la condition idéale. Et si une collectivité décide le foncier, ça, ou que des citoyens décident de faire le foncier, ça, c'est quelque chose qui reste possible. Et dans les autres investisseurs, ça peut être par exemple le développeur, ça peut être un projet co-développé et ça peut être le développeur qui apporte les 49% restants que vous voyez d'identifier. L'intérêt d'être dans la gouvernance, c'est qu'en gros, ça vous permet d'orienter le projet vers l'intérêt du territoire et c'est aussi être là sur le projet sur le long terme. C'est-à-dire que vous serez là non seulement pour concevoir le projet, mais aussi pendant ces 20 ans de durée de vie. Pour s'assurer qu'il reste aussi conforme aux valeurs que vous aviez prévues. Et puis, l'autre intérêt d'être dans la gouvernance, c'est que ça vous permet aussi de maximiser les retombées économiques sur le territoire. Déjà, capter une partie des dividendes qui seront versés aux actionnaires, mais aussi, ça peut être de flécher une partie des bénéfices pour le territoire, pour une animation locale, pour faire des animations pédagogiques sur l'énergie ou de réinvestir cet argent sur d'autres projets. Par exemple, sur les Pays de Vilaine, il y a une association qui s'appelle Énergie citoyenne en Pays de Vilaine qui a monté 3 parcs éoliens. Et ces 3 parcs éoliens, chaque année, décident de mettre 80 000 € par an à de l'animation, de la maîtrise de la demande en énergie. Donc, comment inciter les gens du territoire à faire des économies d'énergie. Donc, ils ont décidé d'être cohérents dans leur démarche, non seulement produire des ENR, mais également favoriser la réduction de nos consommations d'énergie. Et donc, chaque année, les 3 parcs mettent 80 000 € sur le territoire pour des actions de maîtrise de la demande en énergie. 80 000 € sur 20 ans d'exploitation, ça commence à faire des montants conséquents investis sur le territoire pour accélérer cette transition énergétique. Donc voilà, c'est vraiment des projets qu'on dit faits par et pour le territoire. Ensuite, la place du local dans ces projets. Donc, on retrouve en fait le même genre de camembert que ce que je vous proposais tout à l'heure, avec une partie qui est de la dette, qui peut être bancaire, une dette citoyenne, par exemple. Enfin, il y a pas mal de solutions de financement de la dette. Bon, c'est majoritairement de l'emprunt bancaire, mais il y a d'autres solutions qui existent, type les plateformes de crowdfunding. Et après, dans les fonds propres, donc, vous pouvez avoir le développeur, les collectivités, les citoyens. Alors, autre, ça peut être énergie partagée. En Bretagne, on a Enercop Bretagne aussi qui investit dans nos projets. Enfin, voilà les possibilités qu'on a pour les fonds propres. On a aussi la SEM régionale qui est la SEM Braise ou les SEM des syndicats départementaux d'énergie qui peuvent investir dans ces projets aux côtés des collectivités pour les soutenir également. Et donc, historiquement, on avait des projets qui étaient très orientés avec les développeurs qui portaient ces projets. Et on essaye de plus en plus maintenant, avec le temps, de tendre pour que ce soit des collectivités et des citoyens qui soient aussi partie prenante de ces projets. Donc, on essaye de faire déplacer, si vous voulez, ces projets éoliens qui n'étaient à l'origine que des projets privés vers des projets où le territoire est pleinement engagé. Donc, le projet de FEEOL qu'on va vous présenter tout à l'heure est un projet qui a été initié par les citoyens. Mais on a aussi plein de projets dans lesquels la collectivité a été à l'initiative. Et on a
aussi et de plus en plus des projets où le développeur est présent, mais comme il y a aussi de l'opposition sur le territoire et qu'il y a quand même une ouverture des développeurs pour en faire des projets plus participatifs, on est de plus en plus à essayer de faire le camembert du milieu, si vous voulez, qui est multipartenarial. Voilà. Ensuite, du coup, la place des projets, il y a différentes façons, il y en a plein en fait, mais c'était pour vous donner les grandes lignes de comment ça s'organise. En général, le schéma que vous avez sur votre gauche, le premier schéma, c'est plus un schéma qu'on voit pour les projets photovoltaïques, où c'est des acteurs locaux qui se regroupent dans une société et qui vont se faire développer plein de projets type grappe PV. Pour l'éolien, on est plus sur le modèle du côté droit, où on a les acteurs locaux qui se regroupent dans une société et cette société prend des parts dans la société qui va développer le projet éolien. En général, avec le développeur qui est là. Peut-être que cette société investira dans un deuxième projet par la suite, mais en général, il y a une société qui est dédiée pour faire sortir le projet éolien. Et donc, cette société locale rentre du coup dans cette société de projet. Voilà. Alors, comment ça se construit, cette fameuse société de projet dans laquelle s'intègre le local? On appelle ça une société qui se dit SPV. C'est un terme anglais, mais on parle beaucoup de société SPV pour Special Purpose Vehicle. Donc, dans cette société, on peut avoir l'investisseur industriel qui est le développeur, un investisseur financier qui peut être, par exemple, Énergie Partagée ou Enercop, et les investisseurs locaux qui peuvent être les collectivités et les citoyens. Donc, eux, ils sont actionnaires de cette SPV. Et cette SPV, c'est elle qui va gérer toutes les relations avec les différents interlocuteurs qui gravitent autour de la société de projet. Donc, la banque pour aller chercher l'emprunt bancaire, les assurances pour couvrir les projets aussi bien dans sa phase de construction que dans sa phase d'exploitation. C'est lui aussi qui est en lien, alors là, on est avec le client électricité et qui va revendre l'électricité, qui est aussi en lien avec les opérateurs qui vont gérer l'exploitation du projet, qui est en lien avec les sociétés qui vont organiser la construction du projet et c'est aussi cette SPV qui est en lien avec les autorités administratives. Donc voilà, tout est en fait, le projet est vraiment développé par cette société de projet dans lequel s'intègre la société locale. Voilà. Juste pour vous expliquer aussi comment se construit le modèle économique de l'éolien, pour vous donner cette notion-là aussi, c'est que le modèle économique de l'éolien, en début, on a vu une éolienne 3 millions d'euros, il faut payer 12 éoliennes. Au début, on a 12 millions d'euros qui sortent. Donc au début, on a surtout des sorties d'argent et pas d'entrée. Et après, petit à petit, on va revendre notre électricité une fois que le parc est construit chaque année. Donc on va d'abord rembourser la dette, l'emprunt bancaire. On va rembourser certains acteurs obligés s'il y a eu des pactes d'associés, enfin s'il y a eu, donc s'il y a eu d'autres types d'acteurs à rembourser, on va d'abord rembourser les acteurs obligés et puis petit à petit, on va voir que ces remboursements sont faits et donc petit à petit, on voit qu'on cumule de la trésorerie dans le projet. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, donc il ne faut pas se fier aux années ni à la hauteur des bâtons, c'est vous expliquer le principe. C'est qu'au début, on dépense tout l'argent pour construire le projet et qu'après chaque année, on génère des revenus et au bout d'un moment, nos dépenses sont compensées par la revente de l'électricité et le cumul devient positif. Et donc, il faut vraiment voir des projets sur lesquels on fait des business plans sur 20 ans, donc sur toute la durée de vie de revente de l'électricité. Et donc, à un moment, ce cumul de nos flux annuels de trésorerie passe en positif. Voilà comment ça marche. Et on a des business plans qui sont très lisibles pour les banques parce que du coup, comme on peut estimer le vent à partir de l'année d'études de vent plus les 10 ans d'extrapolation, on a un business plan qui est très lisible pour les banques. Elles savent chaque année
plus ou moins, évidemment, il y a des variations, mais combien on va générer de recettes chaque année en fonction du vent qui a été estimé sur les 20 ans à venir. Donc, pour les banques, on a des business plans très lisibles et c'est pour ça qu'elles sont prêtes à nous prêter 70-80% d'emprunts bancaires. C'est parce que nos BP sont très lisibles. Voilà. Après, il y a un autre élément qui est important pour les collectivités, c'est le type de développeur que vous pouvez avoir sur le territoire. Comme je vous le disais, souvent la maîtrise foncière, elle est déjà faite. Et donc, du coup, il faut savoir aussi quel type de développeur vous pouvez avoir. Est-ce que vous avez des développeurs simples ? Est-ce que vous avez des développeurs avec un parc clé en main ou est-ce que vous avez des développeurs exploitants? On va y revenir. Le développeur simple, il est là pour faire les accords fonciers, donc faire signer des promesses de bail et obtenir les autorisations administratives. Une fois que ça c'est fait, il revend le projet à un investisseur qui prendra la suite, c'est-à-dire la construction et peut-être l'exploitation, mais peut-être qu'une fois le projet construit, il peut décider de revendre le projet construit aussi. Donc là, pour le local, c'est important parce que si vous avez un développeur simple, eh ben, vous n'avez aucune maîtrise de qui fera l'exploitation sur 20 ans du projet. S'il y a un problème, quelle sera la société vers laquelle vous pourrez vous retourner plus tard et qu'est-ce que vous avez convenu avec ce développeur simple au moment de la phase de développement sera toujours effectif avec le futur exploitant du parc. Donc, ça a un impact si vous avez ce type de développeur sur le territoire. Après, vous avez des développeurs qu'on dit clé en main. Eux, ils font toujours les accords fonciers, ils font l'obtention des autorisations, mais ils décident de revendre le projet. Mais ils conservent la maîtrise d'œuvre quand il faut faire la construction et la maintenance du parc. Donc ça, pour vous, c'est plus sécuritaire quand même d'avoir un développeur qui fait ça parce que ça veut dire qu'il a quand même intérêt à construire un parc qui tourne bien, qui fonctionne bien, vu que c'est lui qui s'occupe de la maintenance et de la construction et de la maintenance. En général, du coup, vous rachetez le projet également moins cher, mais le développeur, lui, par contre, aura tendance, entre guillemets, bien sûr, il faut prendre du recul par rapport à tout ça, mais il pourrait avoir tendance à surfacturer un petit peu la maintenance et la maîtrise d'exploitation de la construction pour se rembourser une partie du travail et des frais de développement qu'il a déjà investis. Donc peut-être que vous rachèterez le projet un petit peu moins cher, mais dites-vous que sur le long terme, en tous les cas, le développeur, il retrouvera à peu près le même modèle économique. Ensuite, vous avez les développeurs qu'on dit exploitants. Et les développeurs exploitants, ils font les accords fonciers, l'obtention de l'autorisation, ils construisent le parc, mais ils l'exploitent également. Donc là, il y a vraiment une logique d'être là sur le long terme sur le territoire. Et donc, en général, c'est fait tout du long par la même société ou une filiale de cette société. Et après, il y a le développeur local ou territorial. Donc là, c'est les collectivités ou les citoyens qui décident de monter ces projets. Donc, on voit bien qu'on n'a pas forcément toutes les compétences en interne. Et c'est là où vous pouvez décider soit de co-développer le projet en faisant rentrer un développeur dans votre projet et de lui laisser une place dans la gouvernance, soit de prendre un développeur sous forme de prestation et vous gardez du coup toute votre place dans la gouvernance. Voilà. Pour les premiers points. J'essaye de voir le timing, je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Ça, c'est des diapos importantes aussi parce que c'est pour essayer de vous expliquer un petit peu la place des collectivités dans les projets. Donc, vous pouvez, collectivité, vous pouvez décider, il y a des développeurs sur le territoire, mais je ne veux pas m'engager et je décide de rien faire et on va juste être spectateur de ce qui se passe. Là, quoi qu'il arrive, vous aurez les retombées fiscales, donc les différentes taxes qui sont liées à ce projet. Je ne vous les énumère pas, vous aurez nos diaporamas. De toute façon, on est dispo si vous avez des questions. Après, vous avez également la possibilité d'être facilitateur du projet. Donc là, si le projet est développé par un opérateur privé, ça peut être légitimer le projet et lui donner une visibilité et l'aider à la concertation locale. C'est quelque chose qui peut être valorisé par une part dans la gouvernance de la SPV. On a déjà des collectivités où le projet commençait un petit peu à lever de l'opposition en local. La collectivité a décidé de se positionner pour soutenir ce projet et ils ont négocié un faible pourcentage, mais quand même une place dans la gouvernance.
Si le projet est développé par le territoire, bah là, clairement, vous légitimez le projet, vous lui donnez de la lisibilité, pareil, vous aidez à la concertation. Vous pouvez également apporter un soutien matériel, technique ou juridique à ce projet et appuyer ce projet auprès des institutions et lors des demandes d'autorisation. Si vous êtes en début d'émergence du projet, ce qui peut être intéressant, c'est de définir un mode d'intervention par rapport aux développeurs et aux propriétaires fonciers. Parce que s'il commence à y avoir plusieurs développeurs qui vous sollicitent et que vous entendez que des maîtrises foncières sont déjà faites de ci, de là, vous pouvez réfléchir au niveau, en général, de l'EPCI à qu'est-ce qu'on va dire aux développeurs? Est-ce qu'on se positionne tous de front pour répondre à tous les développeurs la même chose est-ce qu'on décide ou pas de faire la maîtrise foncière et pourquoi pas d'envoyer un courrier du coup aux propriétaires fonciers en leur disant attendez, la collectivité souhaite peut-être se positionner pour en faire un projet de territoire et ça peut être intéressant également. Donc, il y a cette question-là qui se pose quand on en est en début d'émergence. Ensuite, vous pouvez décider d'être contributeur. Donc là, si le projet est développé par un opérateur privé, vous pouvez décider de coordonner les échanges et la négociation avec le développeur privé pour aller chercher une participation du local qui soit accentuée. Si le projet est développé par le territoire, pour être contributeur, vous pouvez décider de réaliser par exemple la maîtrise foncière. Vous pouvez aider à la création de la structure juridique, pourquoi pas porter le montage juridique en associant les habitants à ce montage de projet. Et pareil, si c'est un projet où il y a des négociations avec un développeur, vous pouvez accompagner les citoyens à aller négocier avec le développeur. Ensuite, vous pouvez être investisseur dans ce projet. Donc, si vous êtes investisseur, du coup, c'est négocier la place pour un opérateur privé, c'est négocier quelle place vous pouvez avoir dans ce partenariat public-privé et quelle est la participation du local. Et là, du coup, non seulement vous prenez une prise de participation financière dans la société, mais ça veut dire que vous rentrez également dans la gouvernance du projet. Donc, vous êtes là pour voir ce qui se passera aussi dans les prises de décision et pourquoi pas les orienter dans l'intérêt du territoire. Et donc, si le projet est développé par le territoire, la prise de participation et la participation à la gouvernance vont de soi. Et vous pouvez également décider d'investir dans la phase de développement et donc, du coup, de soutenir et d'investir pendant la phase de risque pour aider ce projet à sortir. Voilà. Après, planificateur, c'est des démarches qui sont plus méta, on va dire. Pardon, mais c'est intégrer du coup des objectifs avec des ENR citoyennes ou du local intégré dans les projets qui sont développés sur votre territoire et pourquoi pas intégrer des mesures de soutien quand c'est un projet où les citoyens sont investis dans ce projet. Et puis du coup, autre possibilité, c'est que si vous êtes sur une EPCI où il y a plusieurs développeurs, vous pouvez aussi décider de quel projet vous décidez de soutenir et dans lesquels vous décidez d'investir. Voilà, j'en ai fini avec un tout petit peu de retard, je m'en excuse sur ma partie. J'espère pas avoir été trop vite, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Je vous propose du coup deux petites astuces que je voulais vous transmettre parce qu'on sait que c'est pas toujours évident et il y a vraiment un focus sur la communication de ces projets pour que ça se passe bien. Donc un des points, c'est travailler votre argumentaire et la stratégie énergétique qui est choisir sur votre territoire. Au sein de l'EPCI, via les PCAET, vous avez défini ou vous allez définir des taux de NR que vous souhaitez sur le territoire. Et ça, c'est important quand il y a un projet local sur une commune de l'intégrer dans une démarche plus locale aussi pour permettre de prendre du relief aussi et de montrer que ce projet s'intègre dans une stratégie territoriale. Après, c'est important de se former sur l'éolien parce qu'on entend, il y a beaucoup d'idées reçues. Il va falloir répondre aux questions des habitants. Donc, se former sur l'éolien quand vous êtes un élu, c'est important. Et après, il y a aussi ne pas laisser toute la place à l'opposition dans les projets et communiquer de manière favorable sur ces projets pour ne pas laisser toute la place dans les médias aux opposants. Donc voilà, c'était juste des petits trucs et astuces qui sont importants quand même à vous donner. Et donc, je vous propose de laisser la place maintenant à ceux qui mettent les mains dans le cambouis, comme on dit, c'est-à-dire à
une association qui a permis l'émergence du projet de FEEOL. Donc, je ne sais plus qui prend la parole en premier. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est toi, Bernard ou Annick. Non, c'est moi, Annick. Ok. Eh bien, Voilà. écoute, Annick, je te laisse la place, du coup. Donc, sur cette première diapo, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste pour présenter un petit peu l'ensemble des actions qu'on a au sein d'Énergie des Fées. Donc, ça a été d'abord initié le projet éolien. Donc, on a des illustrations. Donc, on a un travail collectif avec les mains qu'on avait mis, qui était une façon de rassembler un petit peu, de signer, de tous les participants au projet éolien, de signer avec leurs mains, donc la participation citoyenne. On a fait une éolienne également vivante avec les personnes. Et là, c'était au moment de l'inauguration du mât de mesure en 2014. Donc, voilà. Et autrement, donc l'association Énergie des Fées fait des actions en faveur de la maîtrise de l'énergie. On a des actions au niveau des scolaires, on fait des balades thermiques et on fait des opérations track-o-watt. Voilà les trois. Et puis de l'événementiel, bien sûr. Donc, ciné-débat et conférences, c'est principalement ça. Voilà, mais on va revenir peut-être sur chacun des points. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante. Oui, pas de problème. Voilà. Donc, le projet citoyen, le projet éolien citoyen est né en mars 2010. Il a été porté par des citoyens du territoire qui se sont rassemblés dans l'association Énergie des Fées pour développer ce projet et de mener des actions de sensibilisation autour des consommations d'énergie. Alors, d'abord, nous avons mobilisé un certain nombre de partenaires pour commencer. Donc, 2010 a été une année comme assez dense au niveau des contacts et des différentes démarches qu'on a pu avoir. On a travaillé avec les collectivités également pour essayer de voir un petit peu comment elles percevaient ce projet. On a mobilisé des partenaires, donc EPV éolienne en Pays de Vilaine, qui nous a accompagnés sur la phase de pré-diagnostic pour essayer de voir un petit peu quel était l'intérêt du projet et comment on pouvait s'engager dans cette démarche-là et nous donner un peu de culture qu'on n'avait pas au point de départ parce que nous sommes des citoyens et on ne sait pas notre métier au point de départ de travailler sur l'éolien. Donc, la première chose qu'on a fait, ça a été de contacter les propriétaires. Une des premières missions importantes, ça a été de contacter les propriétaires pour leur présenter la démarche et les rassembler autour du projet et faire aussi qu'ils s'engagent avec nous dans la démarche pour signer les promesses de bail qui nous permettaient de développer le projet éolien. Parce que comme l'a expliqué Amandine à plusieurs reprises, sans la maîtrise du projet, la maîtrise du foncier, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel pour démarrer un projet. Donc après, on a fait aussi pas mal de réunions pour communiquer sur le projet, donc auprès de différents acteurs. Donc les élus, on l'a déjà dit, mais à deux niveaux, donc à la fois de sensibilisation, mais à la fois de voir un petit peu leur réaction par rapport au soutien qu'on pouvait avoir, auprès d'un certain nombre de réseaux d'amis, de réseaux personnels qu'on pouvait avoir, auprès de quelques entreprises. On a fait donc un peu de communication au démarrage là, au moment de la foire, au moment de différents forums d'associations qui pouvaient se faire. On a fait des réunions publiques, on a fait la fête citoyenne, on en a fait deux, donc pour mobiliser un petit peu nos acteurs, et on a fait une newsletter. Donc, toute cette phase de communication était très importante au démarrage. Donc, voilà pour les grandes phases qui vont dire 2010-2011, donc on a sur ces 2 années-là à peu près. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans un projet citoyen? Qu'est-ce qui a motivé? Alors, je ne sais pas si toutes les motivations sont représentées, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments forts, je pense, qui étaient dans le projet des fondateurs. Donc, c'est garder la maîtrise du projet sur le territoire. Donc, c'est être responsable à toutes les étapes de la chaîne pour pouvoir faire les choix qui correspondaient à un projet citoyen. Donc, la première chose, c'était de participer à la transition énergétique sur le territoire. Dans la mesure où la Bretagne est déficitaire en énergie, nous, en tant que citoyens, apporter une réflexion, une démarche sur ce projet-là, dans la mesure où il y a une richesse locale, ça nous semblait intéressant de garder cette richesse sur le territoire. C'est la possibilité donc, pour tous les citoyens de participer à un projet d'énergie renouvelable. Donc, effectivement, l'éolien n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais la forme qu'on a pu mettre en place a permis de rassembler quand même pas mal de citoyens, puisqu'on a un peu plus de 160 personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet. Donc, effectivement, ce n'est pas tout le territoire, mais ce n'est pas anodin non plus.
Il y a une démarche de concertation importante, concertation donc avec les propriétaires principalement, qui a été une des démarches fondamentales au démarrage, pour pouvoir les rassembler autour du projet, concertation avec les élus pour se faire accepter, concertation aussi avec quelques opposants qui n'ont pas été très virulents au départ, mais qui se sont manifestés plus tard. Et puis donc on a essayé de développer donc un modèle citoyen, un modèle démocratique avec dans la structure qui a été créée, donc FEOL après, donc parce qu'au départ, tant que c'est l'association, ça pose pas de problème, c'est toujours un homme égale une voix. Et après, donc, quand on a créé la société FEOL, de garder une gouvernance démocratique avec un associé égale une voix. Voilà pour dire un petit peu les motivations qui ont rassemblé les gens au point de départ. Maintenant, je passe la parole à Bernard qui va nous parler de FEOL. Voilà, donc Annick a présenté la première partie du travail qui s'est fait sous le statut associatif de l'énergie des faits. Et très vite, quand il a fallu contractualiser, eh ben, on a créé la société qui allait porter le projet et qui allait passer à la phase de contractualisation, donc d'abord avec les propriétaires, et puis ensuite entamer les différentes phases d'études qui ont été présentées dans la partie précédente. Donc en 2012, la société a été créée, c'est une SAS hein, qui a été constituée pour développer le projet, pour le porter d'une manière économique, pour contractualiser et donc ensuite poursuivre tout le travail de développement qui a été présenté dans la partie précédente du webinaire. Alors, en sachant que l'association L'énergie des faits, qui est à l'initiative des premières réflexions, est toujours actionnaire de la SAS en tant que fondatrice, avec les personnes physiques qui ont porté les premières réflexions. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Oui, voilà. Donc, la SAS FEOL est constituée de 36 associés qui représentent en fait 167 citoyens qui ont apporté les premiers fonds. Les premiers fonds qui ont été collectés, c'est 205 000 €. Alors, il y a bien sûr l'association, l'énergie des faits. Il y a les 15 fondateurs, les personnes physiques. Il y a eu ensuite des cigales qui ont été constituées pour réunir des citoyens qui étaient motivés pour apporter les fonds, les premiers fonds pour financer les études. Et puis, il y a eu 10 investisseurs, personnes physiques, qui ont également apporté des fonds pour financer les études. Donc, tout ça, ça représentait 205 000 € dans un premier temps, dans un premier appel de fonds, début 2013. Donc là, on est sur la phase de risque, du coup, pour cet investissement. C'est sur la phase, bien sûr, sur la phase de risque. C'est-à-dire, cette phase-là, c'est la phase où on réalise toutes les études dont on a parlé, de faisabilité du projet, les études de vent, les études faunistiques, les études paysagères, etc., qui nécessitent des financements, parce que, bien sûr, on contractualise avec des bureaux d'études, et il faut bien sûr assurer le paiement des factures de ces bureaux d'études. Et donc, cette phase-là, pendant 3 années, on a réalisé cette première phase d'études préalables. Et en 2016, on a déposé le dossier pour obtenir l'autorisation d'exploiter et le permis de construire, donc auprès du service instructeur qui est la préfecture. Et en juillet 2018, on a obtenu l'autorisation favorable donc, du préfet pour la construction du parc. Et comme l'abordait tout à l'heure Annick, il y a eu des riverains qui ont déposé un recours pour des raisons principalement paysagères. Bien sûr, c'est pratiquement inhérent à tout projet éolien. Et donc, on est encore en phase de... J'allais dire, le recours n'est pas terminé parce qu'on attend l'avis du tribunal administratif. On pensait l'avoir ces jours-ci et c'est encore reporté probablement à fin novembre. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler. Et c'est une précision que je voulais apporter dans ce qui a été dit tout à l'heure.
pendant la phase de développement, on peut également déjà contractualiser avec Enedis pour savoir sur quel contrat d'achat on peut tabler avec des tarifs garantis, sur quelle durée. Et ça, donc, on a un contrat d'achat avec Enedis sur 20 ans qui nous permet de construire un business plan sur la base de ce contrat de vente, parce que bien sûr, les rentrées d'argent se font sur la vente de kilowattheures à EDF, et c'est ce qui nous sert également à établir le business plan et à continuer les démarches auprès des banques et pendant cette phase de développement du projet qui est encore la phase à risque. Et actuellement, donc, on est en train de la phase actuelle dans laquelle on se situe. Donc, on a constitué une société, une SAS, une société mère de la société d'exploitation qui ne va réunir que les citoyens de manière à ce que dans la société d'exploitation, on puisse accueillir d'autres acteurs qui vont être essentiellement des acteurs institutionnels, à savoir des représentants de la communauté de communes, à savoir des représentants du syndicat départemental de l'énergie, et puis Énergie Partagée Investissement, qui très probablement amènera également des fonds propres, et peut-être également un fonds régional qui s'appelle Élan, qui apportera également probablement des fonds propres. Voilà, donc l'année 2020 a été l'année où on a constitué cette société-là, parce que nos futurs actionnaires ou associés institutionnels souhaitaient souhaitaient qu'il y ait une dissociation entre la représentation citoyenne et les acteurs institutionnels pour faciliter la gouvernance de la société d'exploitation. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que le développement jusqu'ici a été financé exclusivement par les citoyens. On peut passer à la diapo suivante. Bien sûr. Voilà, donc la collectivité locale qui est la communauté de communes de la Roche-Chauffée, qui est une communauté de 27 000 habitants, constituée de 16 communes sur notre territoire, donc c'est une relativement petite communauté de communes, mais dès le départ, les élus ont favorisé l'émergence du collectif de citoyens en proposant et en suscitant la constitution de cette association-là, parce qu'en 2009-2010, puisque il y avait un potentiel de développement éolien, et ils ont favorisé, je pense, l'émergence du projet citoyen en nous informant et donc en nous aidant sur l'intervention pour constituer le projet éolien citoyen. Pour le moment, il n'y a pas de prise de participation de la collectivité locale. C'est l'objet du travail actuel où, très probablement, les 4 collectivités dont j'ai parlé tout à l'heure rentreront dans la société d'exploitation en apportant des fonds propres et donc en participant à la gouvernance de la société d'exploitation. Donc, et c'est un point important, oui, notre communauté de communes est un territoire à énergie positive. Il y a un PSC-AET qui a été voté, qui est validé, dans lequel, bien sûr, les sources d'énergie renouvelables et notamment éoliennes prennent une part importante pour devenir un territoire à énergie positive. Ok. On peut passer à la diapositive suivante. On a un petit peu déjà entamé le temps des questions-réponses, Bernard. Donc, si tu pouvais être bref, ce serait chouette. Merci beaucoup. Oui, eh ben, c'est la dernière. Notre projet, c'est un projet de 4 éoliennes de 3 MW, 17 millions environ, 17-18 millions d'euros, tout dépendra de nos capacités à négocier sur les tarifs des éoliennes notamment. Et donc, je rappelle les 4 partenaires institutionnels potentiels, hein, donc Roche-Chauffée Communauté, le syndicat départemental de l'énergie, EPI et Élan. Et je voulais terminer par un point. Actuellement, la phase de développement qui a été entièrement et qui sera entièrement financée par les citoyens
c'est environ, on a collecté 525 000 euros d'argent auprès des 167 citoyens à travers plusieurs levées de fonds depuis 2013. Voilà, j'en ai terminé sur ce point-là. Un grand merci à tous les deux, du coup, pour ce témoignage qui était riche de sens. Annick, du coup, pareil, assez rapidement, nous présenter les actions menées, du coup, par l'association Énergie des Faits. Voilà. Donc, l'association Énergie des Faits s'est engagée d'abord dans le projet éolien. C'était sa raison d'exister, sa première motivation pour se développer. Mais on avait bien conscience qu'en développant un projet éolien, pour réussir la transition énergétique, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler sur la maîtrise de l'énergie. Et comme je dis, j'aime bien marcher sur mes deux jambes de façon équilibrée. Donc, un volet énergie renouvelable et un volet maîtrise de l'énergie. Donc, ce qu'on souhaite, c'est travailler c'est d'abord de la sensibilisation, mais c'est aussi travailler sur nos modes de consommation de façon à réduire notre impact environnemental et notre empreinte carbone. Donc, on a différents types d'actions. Donc, je vais juste les citer rapidement pour vous donner quelques exemples. Si tu veux passer à la diapo suivante. Bien sûr. Donc, on a des actions grand public, on fait des balades thermiques, on fait ça pendant l'hiver. Donc, c'est l'occasion de mobiliser un petit peu des acteurs du territoire, des collectivités territoriales et des familles qui ont des projets de rénovation, qui pourraient avoir des projets de rénovation, puisqu'on va cibler le plus souvent des maisons qui sont assez anciennes et qui ne sont pas performantes sur le plan énergétique. Et donc, de les inciter à faire une démarche de rénovation thermique de façon significative et répondant aux exigences qu'on peut avoir pour avoir une maison confortable et faire des économies d'énergie. On a l'opération Tracowatt, qui est peut-être plus connue sous le terme de famille à énergie positive ou défi énergie, donc qui permet de faire de réfléchir à ces modes de consommation en termes d'électricité, alors ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est-à-dire que des équipements qui ne peuvent fonctionner qu'avec l'électricité, ce qui fonctionne au gaz, au bois, ou au fioul, donc n'est pas pris en compte. Donc, on ne prend pas le chauffage et on ne prend pas l'eau chaude, ce qui est quand même un petit peu dommage dans ce travail-là. Mais c'est un travail de réflexion avec des familles sur la façon dont on peut faire des économies d'énergie. Et c'est très instructif et très constructif avec les familles. Merci Annick. Toujours en étant concis, s'il te plaît, pardon. Bon, conférence, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. On fait des animations auprès des publics scolaires, donc au niveau avec des financements, soit de Rechauffer Communauté, donc qui soutient la démarche, soit avec les financements du SDE, aussi bien au niveau du primaire, du collège ou du lycée. Et là, on a développé cette année donc la sobriété numérique. C'est quelque chose qui est en cours avec un collège sur Janzé. Voilà, tu passes à la diapo suivante. Hop. Donc là, j'ai ramené surtout les partenaires institutionnels. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, en fait, on ne le fait pas seul. Soit on a des partenaires financiers, donc Rechauffer Communauté, le SDE 35, soit des partenaires techniques comme l'ALEC ou l'Espace Info Énergie, financeur de l'Adréal, c'est un financeur. Et on a aussi des partenaires, donc les écoles, les associations, les centres sociaux, le cinéma. Enfin, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est toujours en partenariat avec un ou plusieurs acteurs du territoire, extraterritorial, quand on va chercher des financements au niveau de la région ou autre. Voilà pour ma présentation rapide sur le sujet. Un grand merci beaucoup. Désolée de cette contrainte. C'est vrai qu'on a été un petit peu sur le temps de questions-réponses. Juste pour passer les dernières diapos. Donc, pour les questions-réponses, en bas de votre écran, donc de la fenêtre où vous devez voir la présentation, vous avez un petit icône chat. Donc, on vous propose de poser les questions via le chat. Et voilà, je vous mets les contacts de tout le monde. Je vais juste stopper le partage d'écran pour pouvoir également voir le chat. De toute façon, vous retrouverez les diapos en ligne et on vous les communiquera pour bien avoir accès à tout le monde. Voilà. Alors... Oui, on avait une petite question qui concernait, alors Annick, c'est vous qui en parliez tout à l'heure, vous disiez qu'au début l'opposition ne s'était pas trop manifestée, mais que par la suite elle avait été un peu plus présente, et donc une question c'était comment s'est manifestée l'opposition et sur quel registre portait-elle? Alors, Bernard peut répondre aussi bien que moi.
Donc, au point de départ, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'opposition. Il y a quelques doutes, un peu de méfiance, des questionnements par rapport à, surtout aux riverains, par rapport à la zone d'implantation. Mais ça a été que, bon, un peu d'échange, ça n'a pas, c'est pas allé au-delà. Par contre, une fois qu'on a eu le permis de construire, donc là, effectivement, il y a une opposition structurée qui s'est mise en place. Donc, on a eu le permis de construire en novembre 2018, ou octobre 2018, et courant novembre, on a eu un groupe de riverains qui ont porté plainte. Donc, effectivement, les trucs classiques, donc dépréciation de l'habitat, gêne visuelle, enfin, les choses classiques qu'on retrouve par rapport à des riverains auprès des éoliennes. Donc, c'était la gêne visuelle et puis éventuellement impact sur la santé. Donc, ça a été ces trois éléments-là. Donc, a priori, Bernard, tu pourras peut-être compléter, c'est allé au tribunal. Donc, il n'y a pas, le tribunal doit donner sa réponse incessamment sous peu. On ne va pas anticiper la décision, mais pour l'instant, on aurait plutôt une posture favorable du tribunal sur donner de suite aux requérants, dans la mesure où ils n'ont pas d'arguments que des arguments de principe, mais pas des arguments très étayés. Pour préciser ce que disait Annick, au cours d'un certain nombre de réunions publiques, il y a quand même eu des opposants qui se sont manifestés, mais qui n'étaient pas du territoire, et des gens extérieurs. On a craint à un moment donné qu'ils aillent plus loin dans l'opposition, mais en fait, ces personnes extérieures ne se sont pas manifestées par la suite. C'est réellement des riverains qui étaient effectivement, qui pouvaient être déposer un recours parce qu'ils étaient directement impactés, soit visuellement ou soit par des gènes potentiels, quoi. Mais on n'a pas eu d'opposition d'associations ou de personnes autres que des riverains. Et en fait, c'est seulement 3 riverains qui ont déposé le recours et dont un même maintenant a quitté le territoire, donc il n'a plus de raison de s'opposer au projet. Voilà, les projets citoyens n'empêchent pas les recours, hein, malgré tout. Il n'y a pas de solution miracle sur les recours, malheureusement. Il y a une autre question qui demandait, est-ce qu'on a vu la réglementation évoluer par rapport à ce type de projet? Donc, en effet, la réglementation a évolué. En matière d'éolien, déjà, il y a eu le bonus participatif, c'est-à-dire qu'il y avait un bonus du mégawatt si les développeurs faisaient des projets citoyens ou participatifs. Donc, majoritairement, ils ont choisi de faire du financement participatif, donc du financement de la dette via les plateformes de crowdfunding, et n'ouvraient pas les projets dans la gouvernance au territoire, mais c'était déjà une première étape. On voit bien qu'en tous les cas, les collectivités s'approprient de plus en plus le sujet et souhaitent s'impliquer aussi pour plus laisser faire les développeurs privés seuls. Et en effet, les directives européennes vont aussi dans le sens de projets de plus en plus menés avec le local et pour le local. D'autres pays sont bien plus avancés que nous sur ces sujets, l'Allemagne, le Danemark, et donc voilà, les textes de loi vont dans la faveur de ces projets de territoire. Alors, je peux apporter un complément, Amandine? Donc, effectivement, toi, tu parles des évolutions récentes, mais depuis qu'on a lancé le projet, nous, en 2010, il y a eu aussi pas mal d'évolutions. En 2010, on avait des ZDE qu'on n'a plus aujourd'hui. Oui. Ces ZDE, donc, qui étaient des territoires définis par la collectivité sur des zones potentielles de développement éolien. Dans un premier temps, jusqu'en 2015, je crois que c'est 2015 que ça a changé, il fallait minimum 5 éoliennes pour développer un parc éolien. Aujourd'hui, donc, il n'y a plus cette réglementation. Et donc, ce qui nous a permis, parce qu'initialement, on avait un projet avec 5 éoliennes, de puissance un peu moindre, et on a pu réajuster notre projet juste avant de déposer le permis, donc, et de passer à 4 éoliennes. Et donc, d'organiser le processus différemment. La négociation avec Enedis, elle a évolué X fois également. Donc, effectivement, mais là, c'est des règles commerciales, ce n'est pas forcément législative. Enfin, il y a tout le temps des choses qui bougent. Et c'est vrai que les ZDE ont été supprimés alors que les collectivités semblaient trouver que c'était un outil intéressant de planification du territoire. Je ne sais pas ce qui a motivé cette décision. Moi, historiquement, je n'étais pas encore dans les ENR, mais
C'est vrai que les collectivités semblent avoir une certaine nostalgie des ZDE, j'ai l'impression. Moi, je ne peux pas répondre d'une manière précise, mais l'intérêt des ZDE, c'était simplement de définir géographiquement où potentiellement il pouvait y avoir implantation d'éoliennes situées à plus de 500 mètres de toute maison d'habitation. C'était ça l'intérêt. Après, oui, ça focalisait donc sur ces zones-là. Oui, ça permettait de planifier. Comme ça que... Donc, et une fois que les ZDE ont été définis, il n'y avait plus d'intérêt. Après, ça ne donnait aucune... comment dire, aucune autorisation de construire. Après, il fallait faire des études d'impact et la demande d'autorisation d'exploiter. Alors, voilà, si vous avez encore quelques questions, je vous propose, alors on a un petit peu de retard, mais je vous propose de vous laisser encore quelques instants. Sinon, je vous remercie de votre participation. On reste à votre disposition si vous avez des questions. Alors, la gouvernance est-elle partagée? Donc, je pense que la question s'adresse à vous, du coup, parce que pour un projet classique, les modalités de gouvernance vont aussi dépendre de si un développeur est déjà là et a déjà fait la maîtrise foncière et à quel stade d'avancée on est le projet. Et la gouvernance va aussi beaucoup dépendre de ces stades d'avancée du projet. Le local risque de ne pas être majoritaire et je pense que ça s'adresse plus à vous. Ce qu'on peut dire, c'est, étant donné que les citoyens ont été dès à l'origine ont maîtrisé tout le développement dès l'origine. Pour le moment, la gouvernance actuelle, c'est uniquement des citoyens et les représentants des citoyens. Et dans la phase qui va venir, on va ouvrir aux institutionnels, donc, dont j'ai déjà parlé, de manière à ce qu'ils soient représentés et qu'ils puissent apporter des fonds propres, parce qu'il va falloir apporter des fonds propres, en complément des fonds citoyens, mais on veut également les associer à la gouvernance du projet de manière à ce qu'ils puissent apporter comment dire, les demandes précises du territoire ou de leur structure institutionnelle. Donc, et ça va être c'est la phase de discussion actuellement où on négocie et on débat des conditions de leur entrée dans la gouvernance de la société d'exploitation. Ok. Eh bien, écoutez, il y a plein de merci dans le chat. Donc, du coup, je me permets de les relayer à la Maïf qui est à l'origine de ces webinaires. À vous deux de venir donner du corps à ces projets et de leur donner du sens en venant témoigner, Bernard et Annick. Et puis, bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je vais apporter juste une petite précision. Ah, il y a une petite question en plus. Alors, vas-y, précise et on essaye de répondre à la dernière question. Ouais. Nous, on a fait un projet éolien porté uniquement par des citoyens au point de départ, parce que je pense qu'au point de départ, quand on s'est lancé, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, il n'y avait que les acteurs privés, des petits développeurs qui étaient présents. Il n'y avait pas encore les collectivités qui étaient présentes, et donc c'était qu'une initiative privée qui pouvait développer ce projet-là. Aujourd'hui, on voit bien que ces projets suscitent beaucoup d'intérêt et les montages sont beaucoup plus variés. Et c'est vrai que les développeurs ont pris un petit peu de longueur d'avance, parce que c'est vrai que quand ils ont la maîtrise du foncier, eh bien, ils ont quand même une sacrée carte en main pour avancer derrière. Donc, s'il reste encore des zones disponibles sur vos territoires, sur vos collectivités, eh bien, essayez de repérer ces zones si vous voulez garder vraiment la main sur ce projet-là, parce que c'est là que se nouent les éléments stratégiques pour le développement qui suivra. Ça peut être simplement identifier les zones où potentiellement de l'éolien peut être installé et envoyer un courrier aux propriétaires fonciers pour leur dire si vous êtes démarché par un développeur, merci de nous contacter parce que nous réfléchissons à un projet développé par le territoire. Ça peut être un simple courrier envoyé aux propriétaires fonciers qui permet déjà de baliser un peu les choses quand c'est encore possible. Il y avait une question en plus sur avez-vous déjà une idée de la manière de partage sur le territoire des bénéfices? Ça, c'est des discussions qui vont avoir lieu dans le pacte d'actionnaires de la future société. C'est bien ça, Bernard? Oui, mais déjà, il y a une décision qui a été prise par la société citoyenne de cibler une partie des revenus. Ce n'est pas défini, mais parce qu'il faut d'abord créer les revenus
faut d'abord qu'il y ait des revenus, mais de cibler une partie des revenus en direction d'actions sur la transition énergétique sur le territoire. Donc ça a été validé par les citoyens et c'est fortement demandé également par les institutionnels, donc notamment la communauté de communes, qui bien sûr a intérêt à associer les producteurs d'énergie aux actions sur la maîtrise de l'énergie, telles que celles qui sont portées par l'association L'énergie des Filles. Ok, super. Et en effet, comme le précisait Annick, il y a 10 ans, il y avait très peu d'acteurs qui s'investissaient parce qu'on était vraiment sur un changement de paradigme de conception de l'électricité quand vous vous êtes lancé. Vous faites partie des pionniers, hein, clairement, là-dessus. Et donc, du coup, maintenant, les collectivités et les syndicats d'énergie se sont aussi rassemblés et ont maintenant développé des moyens d'investir dans ces projets. Donc, il y a la SEM Brest, donc, qui est la même chose qu'Élan dont tu parlais, Bernard, et chaque syndicat a maintenant sa SEM pour investir dans ces projets. Et les collectivités peuvent investir dans ce type de société. La loi a évolué également en 2016 pour permettre aux collectivités d'investir dans nos sociétés, même si ce ne sont pas des SEM ou des SPL, du coup. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a répondu du coup à toutes les questions. On reste disponible si vous avez du coup d'autres questions. Du coup, je vous remercie tous, aussi bien la Maïf, d'avoir organisé ce webinaire et de s'occuper à chaque fois de son organisation. Et puis Bernard et Annick pour ce joli témoignage que vous nous avez fait. C'est très sympa. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, en effet. Ravi d'avoir participé également. Et donc, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, si vous le souhaitez, bois, énergie et méthanisation, 2 sujets en une même soirée. On va essayer d'être clair et concis. Voilà. Et merci encore, Amandine, pour l'animation. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.